bah voilà. Eh bien, amis auditeurs, en votre compagnie, Salsa Bertin, pour le libre journal éponyme. Alors écoutez, je sors aujourd'hui de ma zone de confort avec deux parties. Et celle que vous allez entendre tout de suite, vraiment là, je sors vraiment de ma zone de confort puisqu'on va parler indirectement, hein, je vous le dis bien, de politique. Et alors, horrible, on va faire une incursion dans la politique politicienne. Mais sous un mode un peu, je dirais pas burlesque, mais enfin voilà, on va avoir des rebondissements, puisque ce sont les aventures et les mésaventures d'une femme intellectuelle dans le monde, la jungle de la politique. Alors vous la connaissez parce que vous l'entendez à l'antenne de Radio Courtoisie depuis maintenant de nombreuses années, et vous la reconnaîtrez parce qu'elle ne s'arrête pas de rire. Alors ça vous dit quelque chose, je vous donne un petit indice. Il y avait même, je crois, un livre qui s'intitulait comme cela. Et franchement, oui, il y a de quoi en rire. Bonjour Catherine Rouvier. Bonjour Salsa, merci beaucoup de sortir de votre zone de confort et d'aller sur le terrain politique. Mais je voudrais quand même dire que le burlesque est un peu réservé à la première partie et que la deuxième partie toucherait plutôt aux politiques, à mon sens. Bon, alors vous avez commis un livre, alors l'éditeur, alors j'ai l'ai sur le bout de la langue, parce que si vous voulez, tout a été dématérialisé. Alors ça n'est pas du tout mon truc, moi qui suis une fille de la terre, qui aime les bonnes choses, qui aime les rencontres. J'ai eu un livre dématérialisé que je n'ai donc pas sous les yeux et qui est aux éditions, qui raconte donc vos aventures en politique. Presse de la délivrance. Ah, c'est formidable, vous aussi, vous êtes obligé de prendre le papier pour vérifier. Donc, presse de la délivrance. Alors, Catherine, vous êtes une universitaire distinguée, un professeur de droit. Et puis, pendant de longues années, vous avez tracé votre sillon à la fois à l'université, dans un monde d'enseignants-chercheurs, avec des personnes de bonne compagnie. Voilà, donc dans un milieu plutôt tout de même policé, hein, même si on n'est pas exempt de petits coups bas, de jalousie, etc. Bon, pour avoir connu l'université aussi, l'enseignement, et puis j'ai été aussi élève et chercheur, je connais. Mais en fait, tout de même, c'est que reste quand même un milieu de personnes intelligentes, de personnes que tout de même de bonne compagnie. Et puis, un jour, une mouche vous a piqué et vous avez décidé de partir en politique. Mais pas faire du politique. Moi, j'aime le politique, mais je n'aime pas la politique politicienne. Alors, nous allons raconter l'histoire d'une bleue en politique, ou on pourrait presque dire, étant donné votre naïveté à l'époque, Bécassine au pays des politiciens. Ou alors encore, bon, comment une docte universitaire échoue en politique. Alors, Catherine, vous avez d'abord, vous allez nous raconter comment vous êtes tombée par hasard, plus ou moins volontairement dans cette marmite. Et puis, et ensuite, on va parler de votre choix assez, entre guillemets, radical. Déjà, je vous laisse répondre à la première question. Quel est ce déclic alors que vous tracez votre sillon de femme intellectuelle et épanouie dans l'enseignement et la recherche en droit? Bien, il faut dire que Radio Courtoisie a joué un rôle dans cette affaire, car à partir de 2007, j'ai eu une émission régulière. Et un soir de 2009, de novembre ou décembre 2009, je ne sais plus, ce que je raconte dans le livre, je vois une émission où apparaît Marine Le Pen, que je n'avais encore pas vraiment regardée. C'était la première fois que je la regardais vraiment. D'ailleurs, elle n'était pas encore présidente du parti, donc elle était beaucoup moins présente qu'elle ne l'a été par la suite. Et j'ai été épatée par son courage devant un journaliste qui, comme d'habitude, lui posait les questions habituelles. Et alors, votre père? Et alors, les immigrés, vous allez tous les laisser mourir, vous ne les soignerez pas, etc. Et il y avait une classe qui était devant elle et qu'on avait amené là comme pour voir la femme à barbe, quoi. Ils étaient là, on sentait qu'ils étaient absolument terrifiés parce que leur maîtresse leur faisait subir. Et ce qui m'a absolument bluffée,
c'est que cette femme restait détendue, virevoltait au milieu de la scène, tranquille, répondait aux questions sans s'énerver, sans protester contre les sempiternelles questions qu'on lui posait sur le même sujet. Et donc, j'ai eu envie de l'inviter sur Radio Courtoisie, ce que j'ai fait quelque temps après, au tout début de 2010. Et ça a été un déclic, je le raconte dans le livre, pas immédiatement. J'avais commencé tout de même à faire de la politique avant, j'en avais fait en 2002. Je m'étais présentée dans les Hauts-de-Seine et c'était pour l'UMP. Hein, donc, enfin, j'étais pas pour l'UMP, c'était pour Madeleine, mon côté libéral. Et c'était pour Madeleine. Et Madeleine, eh bien, son parti était tombé dans l'UMP au moment où l'UMP s'était constitué face à la menace de Le Pen au second tour en 2002. Et donc, j'étais tombée dans l'UMP en quelque sorte, sans l'avoir véritablement voulu, mais j'y étais. Et donc, le déclic s'est fait un jour où, pendant une émission, c'était la deuxième ou la troisième, je ne sais plus, où je la recevais, je lui dis, mais écoutez, sur ce point et sur cet autre, vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy? Et là, elle m'a regardé comme ça, bien dans les yeux, elle m'a dit, non, Catherine, vous et moi, nous sommes d'accord, mais l'UMP et le Rassemblement national, et le Front national à l'époque, pardon, ne sont pas d'accord. Et c'était l'époque où Sarkozy avait décidé d'introduire la théorie du genre à l'école. Hein, son ministre de l'Éducation, qui n'était pas à proprement parler une flèche, avait donc décidé d'introduire la théorie du genre. Alors ça a été un peu trop pour moi parce que je connaissais le sujet, si vous voulez. Hein. Je savais toute l'histoire de cette théorie du genre et donc j'étais choquée. Je n'étais pas choquée que la gauche se l'approprie, mais j'étais très choquée que la droite se l'approprie, ce qui était supposé être de droite, en tout cas Nicolas Sarkozy. Donc, ça a été, voilà, il y a eu en quelque sorte ce déclencheur. Mais il y avait derrière aussi l'envie que j'avais, comme j'enseignais la sociologie politique depuis 20 ans, et que je faisais du politique, ma chère. Nous parlions de Oui, Platon, bien sûr, nous parlions de tous les grands penseurs, et oui, je de faisais nos beaucoup racines d'histoire des idées politiques. Oui, politiques. et oui. Et donc, j'ai eu envie de voir ce que ça donnait sur le terrain, la politique. Voilà. Oui, 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 non, mais je comprends. Alors, vous avez fait tout de même un choix, je dirais, un choix drastique. Vous avez quand même choisi un parti, vous avez choisi une ligne à droite toute. Déjà à l'époque, on appelait ça l'extrême droite. La raison pour laquelle moi j'ai pas fait de politique quand je suis arrivée à l'adolescence à Radio Courtoisie, j'avais expliqué au fondateur que je n'en ferais pas parce que j'avais bien l'impression qu'ils ne mèneraient pas, quels qu'ils soient les Français, là où les Français veulent aller. Voilà. Vous êtes toujours là, Catherine, hein, parce que je ne vous vois plus sur Absolument. le. Non, je ne vous vois plus sur l'écran. Ah, Voilà. Alors, et donc vous avez choisi quelque chose qui était, on peut dire, la droite, et une droite très droitière. Et il y a une deuxième remarque qui m'étonne, c'est que la première fois, vous suivez Madeleine, et la deuxième fois, c'est Marine Le Pen. On a l'impression que ce sont quand même des personnes ou des personnalités que vous choisissez. Et alors, vous allez écouter un extrait que je vais vous faire entendre, car pourquoi je n'ai pas fait de politique ? Parce que moi, ce qui m'habite, c'est la France, par exemple, et pas un parti politique ou même une personne. Écoutons. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. Et voilà, chère Catherine Rouvier, tout le monde l'aura reconnu, Charles de Gaulle, à qui vous allez pouvoir répondre. alors, tout d'abord, dès que je serai présidente de la République, j'aurai tout à fait cette position. C'est-à-dire que le chef de l'État devrait, évidemment, avoir cette position. Mais nous voyons en ce moment, par exemple, que nous avons au contraire un chef d'État, des premiers ministres, des présidents de cour, etc., qui sont clairement à gauche, même si Oui. le président Macron a voulu au début noyer le poisson, ce que je raconte dans le livre, hein, en disant ça n'existe pas, la droite, la gauche. Marine Le Pen, d'ailleurs, a dit la même chose en face. Donc, en 2017, on était censé avoir des gens qui n'étaient ni de droite ni de gauche, qui se faisaient face. Simplement,
dans le livre, et c'est dans la deuxième partie du livre, et là je pense qu'on touche aux politiques et non pas à la politique politicienne, indirectement en tout cas, dans la deuxième partie du livre, justement, j'explique pourquoi c'est fallacieux, pourquoi c'est un leurre, lorsqu'on est véritablement engagé d'un côté, de dire qu'on n'est pas engagé d'un côté. Pour les électeurs, c'est un leurre, d'où le titre du livre, La France Colin Maillard, c'est-à-dire la France, ce jeu de Colin Maillard, on a les yeux bandés, on tend les mains, donc on ne voit pas, pour saisir quelqu'un. Et j'ai eu cette sensation très forte, bien des fois, que le peuple français tendait les mains pour saisir des politiques, mais il ne savait pas qui était où. Et que lorsque, enfin, tout d'un coup, il croyait se reconnaître en quelqu'un, comme par exemple en mars 2017, où ils avaient cru avoir un candidat, eh bien, ce candidat leur a été enlevé par une procédure judiciaire. Et la même chose se présente aujourd'hui, puisque Marine Le Pen, a priori, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas éligible, alors que c'est la personne qui draine derrière elle le plus de voix d'électeurs français. Donc, je pense que c'est une anomalie. Je ne prononce pas sur le fond, sur le fond des procédures des uns des autres. Simplement, il y a une anomalie parce qu'on a volontairement, justement, voulu brouiller le clivage droite-gauche. Donc, qu'un chef de l'État le fasse, c'est très bien, c'est même nécessaire, puisque c'est un arbitre entre les deux, mais un Parlement ne peut pas se passer de ça, et non plus un gouvernement, puisque dans un régime parlementaire que nous sommes censés être, en tout cas semi-parlementaire et semi-présidentielle, eh bien, il y a une majorité qui doit se déclarer, elle doit être d'un côté ou de l'autre. Il y a forcément des challengers. Sinon c'est le régime d'assemblée, c'est le totalitarisme. C'est un choix, finalement. Oui, et puis on est bloqué aussi. Là, on est bloqué. Il ne se passe rien non plus. C'est aussi une situation de blocage que l'on vit aujourd'hui. C'est cette situation que j'analyse, puisque j'ai écrit ce livre je l'ai terminé après les législatives de 2024, juste avant le procès de Marine Le Pen. J'ai terminé en février 2025, justement pour exposer ça. C'est les derniers chapitres. Même si vous n'aimez pas la politique, ma chère Salza, je vous recommande quand même les derniers chapitres qui sont les voies par lesquelles nous pourrions sortir. Il y a d'autres voies, bien sûr. Vous savez que j'ai quasiment... par lesquelles nous pourrions sortir de cette situation qui est, comme vous dites, absolument on va en parler. bloquée depuis Non, mais j'ai quand même lu votre livre. Il me manque à peu près 20 pages, mais j'ai quand même lu le livre. Alors, j'aurais tout lu si j'avais pu le trimballer avec moi, comme je fais toujours dans ma poche. Bon. Alors... Oui. Mais là, on va revenir aux personnes, parce que l'impression que ça donne... Vous avez suivi des personnes, et on a l'impression qu'aujourd'hui, la politique, finalement, souffre de cette incarnation, qui n'est pas une véritable incarnation, parce qu'en fait, ce sont des incarnations du rien. On a un président de la République aujourd'hui qui a osé parler de gens qui ne sont rien, qu'on croise dans une gare. Alors, je dirais que en ce qui concerne les gens qui ne sont rien, il est très très bien placé pour en parler de l'intérieur, puisque lui ne vient de nulle part. D'ailleurs, c'est le premier homme politique à obtenir ce poste. Vous regardez sa généalogie, il ne vient de nulle part. Il n'est personne. Il a épousé la fille de l'épicier, qui nous a refait des salons de l'Élysée en quelque chose qui est du style Ikea. Alors Ikea, c'est très très bien, attention pour les familles, mais pour refaire des salons de l'Élysée qui ont été ratiboisés pour se retrouver avec ça, vous voyez, on sait. Donc on a l'impression que on nous met des personnes qui sont un petit peu des fétus de paille, et que d'autres personnes qui parfois sont, et qui sont d'ailleurs plus douées, plus intelligentes, vont les suivre, vont les soutenir. Pour moi, c'est inexplicable. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est pas sur les idées que l'on se bat. Aujourd'hui, nous avons un ancien président de la République en prison. Il n'est pas en prison parce que pendant son mandat, il y a des centaines d'objets de notre patrimoine à l'Élysée, du mobilier national, œuvres et mobilier qui ont disparu. Il n'est pas en prison pour avoir trahi les Français avec avec l'Europe, puisque nous avions voté non. Il n'est pas en prison pour un certain nombre, il n'est pas en prison pour avoir déstabilisé le Moyen-Orient et conduit pour avoir créé un chaos et conduit à la mort de peut-être de millions de gens. Non, il n'est pas en prison pour tout ça. On est en prison pour
pour quelque chose qui est certainement réel, puisque moi j'ai entendu dire, et ça m'intéresserait d'avoir votre avis, que la juge a très bien fait son travail et que son dossier est très bien ficelé. Mais pourquoi cet homme est-il en prison ? Parce qu'au demeurant, si vous le voyez, je pense qu'il est très sympathique. Je suis même sûre que je m'entendrais bien avec lui. On parlerait de littérature, on parlerait de tas de sujets intéressants. Je suis sûre que je m'entendrais bien avec lui. Maintenant, c'est quand même un homme qui a dit, lorsque Macron est arrivé, c'est moi en mieux. Alors, quel est le sens de toute cette mascarade, ma chère Catherine Rouvier ? Alors, cher Elsa Bertin, votre diatribe, je dois dire, contre le président de la République est suivie d'un certain nombre de questions. Alors, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites sur le président en étant parfaitement d'accord, en tout cas sur la décoration de l'Élysée. Là, c'est pas Ikea, c'est beaucoup plus cher, mais c'est pas forcément beaucoup plus beau. Et donc, c'est un peu difficile de répondre à tout ça en même temps. Alors, je vais peut-être commencer par la fin, du coup. Oui, c'est la fin qui est importante. Je vous ai dit donc que quand j'ai rencontré Marine Le Pen, je lui ai dit « Vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy ?» Elle m'a dit Non, nos deux partis ne sont pas d'accord. » Et j'ai donc quitté l'UMP. J'avais participé à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors, comme tout le monde, j'avais cru son discours sur les petites vieilles qui traversent la rue, sur le Karcher dans les banlieues, sur etc. Nous avons été un certain nombre à être sous son charme, car il a véritablement... Tous les hommes et femmes politiques ont un charme certain, il ne faut pas le minimiser, et une capacité à convaincre, et une capacité à séduire, qui est quand même le cœur de leur action, qui est au cœur de leur action, si vous voulez. Et donc, bien sûr, Nicolas Sarkozy a très vite déçu, notamment par le choix des ministres. Alors, si vous voulez... Vous allez me dire, oui, mais alors du coup, il a fait comme de Gaulle, je ne suis pas droite ni de gauche, donc je prends des gens de gauche et des gens de droite. Ce n'est pas tout à fait pareil. De Gaulle s'est mis au-dessus des partis, mais il s'est mis aussi en position de responsabilité, puisqu'il est parti lorsque le peuple ne l'a plus approuvé. Ce n'est absolument pas le cas de ses successeurs. Donc, on n'a pas du tout une personnalité au-dessus. On a une personnalité avec Nicolas Sarkozy, qui a commencé très tôt, qui a été maire de Neuilly, qui ensuite est devenu président d'un parti, alors même que Jacques Chirac avait interdit que l'on soit à la fois ministre et président d'un parti. Donc on est quand même plus dans la politique politicienne. Avec Charles de Gaulle, on s'élève un petit peu au-dessus, quoi qu'il ait fait des actes politiciens qui soient éminemment critiquables, par exemple au sujet de l'Algérie. Donc Nicolas Sarkozy... je n'ai pas vu son dossier, donc je ne peux pas vous renseigner sur la question. La seule chose qui apparaît, c'est que c'est justement, vous parliez tout à l'heure de déstabiliser le Moyen-Orient, eh bien la déstabilisation du Moyen-Orient va avec la déstabilisation de l'Afrique du Nord et de la Libye qui est un peu aux confins des deux. Et on peut quand même reprocher à Nicolas Sarkozy... alors, on peut lui reprocher soit d'avoir accueilli comme un prince sur les pelouses de l'Élysée M. Kadhafi avec ses bédouins, ses tentes et tout ce qu'il fallait, soit au contraire d'avoir acquiescé au moins à sa liquidation par la suite. Je ne rentrerai pas dans le débat parce que je n'ai pas les éléments. Sinon, qu'est-ce que vous me posiez comme autre question dans votre... Alors, sur la comédie, non pas même la comédie politique qui tourne autour de personnalités, puisque ma chute, c'était que finalement, lorsque Emmanuel Macron est élu, Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui en prison, est très combattu. Bon, moi, j'aime pas trop les chasses à l'homme comme ça, mais voilà. Non, personne n'aime ça, surtout pas avec un ancien président. C'est voilà, donc il aurait extrêmement pénible. Donc on aurait pu lui reprocher beaucoup de choses, mais là, c'est pas extrêmement significatif en comparaison, peut-être, je dis peut-être, de ce qui aurait pu lui être reproché. Donc il aurait fallu prouver, il aurait fallu, etc. Et on dit que cet homme dit, mais Macron, c'est moi en mieux. Alors quel est le sens de cette comédie ? Puisque finalement, il n'y a pas de différence entre tous ces gens, mais ils se combattent d'une manière absolument épouvantable. Et là, on le voit avec l'affaire Nicolas Sarkozy. Non, je voudrais revenir sur ce qui me concerne, parce que là, je connais le dossier. Et donc, je n'ai pas choisi des personnalités. Je raconte brièvement dans le livre. En 1998, j'étais très choquée
alors que je n'avais aucun lien avec le Front National, j'ai été très choquée que Jacques Chirac décide que 4 présidents de région qui avaient été élus avec les voix du Front National, c'était leur seul crime, hein, c'est-à-dire que le Conseil régional avait voté, avait choisi comme président, dans un bel ensemble, avec les voix du Front National, 4 présidents de région, dont Jacques Blanc, avec lequel je travaillais à l'époque. J'étais présidente de la Fédération des comités régionaux du tourisme. Et deux autres, et l'un de ceux-ci a décidé de fonder, c'est Charles Millon, il a décidé de fonder un parti qui s'appelait la droite. La droite, on n'employait pas ce mot. Nicolas Sarkozy l'avait employé pour la première fois dans le débat public. Mais il n'avait pas agi véritablement comme quelqu'un de droite sur plusieurs points. Il avait agi comme quelqu'un de droite sur d'autres points, par exemple la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça, c'était merveilleux. Hélas, ça a été rapporté tout de suite par son successeur. Et notamment l'abolition des droits de succession en ligne directe, oui. Quasi-abolition, qui malheureusement aussi a été rapportée par son successeur, M. Hollande. Et il avait choisi des ministres de gauche, il avait laissé faire un certain nombre de choses qui étaient plutôt... Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de me présenter aux élections de 2002 à cause de ça, à cause de ce qui s'est passé en 1998. J'ai voulu entrer... En 1998, j'ai fait une déclaration à Saint-Sulpice, mais il n'y avait que quelques amis, donc personne, je suppose, ne s'en souvient, en disant que pour la droite, c'était le début de la fin de faire ça. Ouais. Voilà, parce que toute personne ayant fait des mathématiques sait que pour arriver à 50%, il faut plusieurs partis d'un même côté, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Et je pense que j'avais raison, la droite a commencé à se déliter de tous côtés, et en tout cas ce qu'on appelait la droite à l'époque, c'est-à-dire RPR, UDF, puis UMP, puis LR aujourd'hui. Hein. Et donc, du coup, je me suis engagée. J'ai suivi les cours que donnait Charles Millon qui a donc été évincé de son poste de président, de son mandat de président de la région, et qui du coup a formé des gens qui pourraient participer aux législatives de 2002. Et donc c'est ce qui s'est passé. Mais Charles Millon, ses candidats étaient au sud, puisqu'il était à Lyon. Et donc à Paris, c'était Madeleine, qui était son ami, qui avait décidé de recueillir les candidats qui s'étaient préparés pour les élections de 2002. Donc, ce n'est pas un choix de personne. Pour Madeleine, c'était pour moi un choix d'idées. Et quand j'ai fait mon coming out d'adhésion au Front National, quand on a créé le Ciel avec Paul-Marie Couteau, eh bien, j'ai dit, voilà, je suis une libérale, mais je pense que l'État doit être fort, que la répression des délinquants doit être forte. Le libéralisme ne peut vivre que dans un d'étau de loi, de morale, et c'est pourquoi le premier libéralisme, le libéralisme français du XVIIIe siècle, était dans une société chrétienne d'abord, et ensuite une société très tenue, où les comportements des gens étaient châtiés de manière importante s'ils faisaient du mal à la société. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment un choix de personne. Avec Marine Le Pen, on peut dire que j'ai effectivement été séduite par son courage et séduite par un certain nombre de qualités que les gens, je crois, commencent à connaître, parce que sinon il n'y aurait pas tant de votes en sa faveur. Bien sûr, si c'est son dauphin, évidemment, on ne sait pas si ça sera plus ou si ce sera moins, mais en tout cas, voilà, pour elle, effectivement, hein, j'ai été attirée par des qualités. Il y a même mais ce n'est pas en soi répréhensible. D'accord. Sauf si on est attiré par, justement... Si on est attiré par la délinquance de quelqu'un, par le côté voyou de quelqu'un, là, ça peut être, peut être dramatique. Vous avez vu les humoristes qui s'en donnent à cœur joie sur Internet. Si vous êtes poursuivi, si vous avez des affaires de malversation, si vous avez fait partir votre argent à l'étranger, si vous êtes poursuivi pour agression sexuelle, venez rejoindre mon équipe. Les humoristes s'en donnent à cœur joie. Mais en tout cas, Marine Le Pen, il y a eu des reportages sur elle, donc très officiels, même dans les grandes chaînes, etc.
Et donc, où on montre quand même, évidemment, son courage, puisqu'elle a vécu, depuis sa prime jeunesse, des situations extrêmement difficiles. Être une fille Le Pen devait être absolument épouvantable. Et donc, vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, elle s'est fait c'est une âme d'acier, quoi. Hein. Voilà. Donc, elle a une vraie force, et je comprends qu'on puisse, bien évidemment. Alors après, sur le libéralisme, en fait, dans un cadre, en fait, c'est tout simplement le principe de la liberté. La vraie liberté ne s'exerce vraiment que dans un cadre. Mais la politique, Catherine Rouvier, ce sont aussi des gens. Et j'aimerais, parce qu'on n'a pas énormément de temps encore, que vous nous parliez de ces rencontres. Quand vous vous êtes vraiment lancé, vous êtes parti dans le Nord, qui était un peu le fief du Rassemblement national. Et là, vous avez rencontré ce que j'appelle les vrais gens. Et si demain, moi, je m'investissais en politique, ce serait pour tous ces gens que depuis plus de 25 ans, je rencontre comme journaliste, et que j'en ai marre de voir souffrir, que j'en ai marre de voir, alors, pardon pour le langage relâché, mais galérer, que je vois être méprisés, et ce serait pour eux que je m'engagerais, pour les personnes, voilà. Et donc là, en fait, vous avez fait campagne dans le Sud, mais vous avez commencé vraiment à essayer de rentrer dans le creuset et aller à la rencontre des gens dans le Nord. Et ça, j'ai trouvé ça parmi les plus belles pages du livre, avec les rencontres des mineurs, des anciens mineurs, souvent très pauvres, du bassin minier, et même des Polonais qui comprennent plus la France. Et puis, vous avez des motards aussi. Et puis, même des musulmans qui vous ont très chaleureusement reçu, comme ils savent le faire, puisque moi, je connais assez bien ce milieu. Et vous êtes loin de la caricature, lorsque vous en parlez, à laquelle on s'attendrait de la part des gens du Rassemblement national, mais très très loin. Voilà, Catherine. Alors, oui et non. C'était d'abord le Front National à l'époque, hein, c'était pas encore, c'est en 2018 Oui, que c'était pas le nom a l'URL. changé. Et oui et non, c'est-à-dire que ce que les gens, je pense, ne savent pas, mais peut-être ressentent instinctivement, c'est qu'un parti qui est composé maintenant de je ne sais pas combien, enfin c'est une énorme entreprise, hein, le nombre d'élus, le nombre d'assistants, le nombre de candidats aux élections, c'est faramineux. Donc, eh bien, je dirais qu'il y a vraiment de tout, comme dans toute la société, et qu'on ne peut pas, c'est une erreur de dresser un profil. Ce que font les médias, bien sûr, vous le savez, ils vont chercher le plus abruti de la bande qui va leur sortir le truc le plus raciste, le plus désespérant possible, et qu'on pourra montrer en disant, voilà, c'est ça le Front National. Oui, non, mais là, vous Mais parlez du il y point a de vue. beaucoup de gens, Oui. j'allais dire comme moi, mais pas forcément universitaires, mais qui ont un métier et qui s'engagent à ce moment-là véritablement dans une démarche de, comment dire, pas de pitié, mais de compassion peut-être pour un parti paria, en se disant, je vais leur donner un coup de main. Et comme je raconte dans le livre, c'est parfois très mal perçu par les militants qui, eux, rentrent à 15 ans dans le parti et qui donc, quand vous arrivez et que vous avez 25 ans de plus qu'eux, ils ont beaucoup de difficultés à admettre. Moi, je me suis entendu dire, ah ben, t'as mis 50 ans pour réaliser qu'il y avait un seul parti qui était bien, quoi. Donc, c'est multiforme, le Front National, et le Rassemblement national aujourd'hui encore plus, puisqu'il est encore plus étendu et qu'il a accueilli des personnalités de plus en plus variées. Beaucoup de Donc, gauche aussi. c'est un témoignage, si vous voulez, voilà. Oui. Non, mais moi, les rencontres avec les gens, moi, c'est ça, c'est que là, Ah, mais c'est bouleversant. C'est bouleversant, et ça, on ne s'y attend pas forcément. Là, quand vous allez à la mosquée, c'est pas des militants du Rassemblement national dont on parle, vous voyez. Quand vous rencontrez les mais moi, Polonais non plus. J'ai demandé à Marine, est-ce que je vais les voir? Puisqu'ils m'ont demandé, elle m'a dit oui, elle m'a dit, la seule limite, comme c'était juste après les attentats de Mohamed Merah, s'ils sont d'accord avec ça, parce qu'ils m'avaient demandé à la rencontrer, hein, ces musulmans, ils m'avaient dit, de toute façon, c'est ça que je voudrais montrer. Très souvent, ils sont soutenus par les socialistes, par la gauche, par le LFI, tout ce que vous voulez. Bon, les noms changent, mais la gauche reste la gauche. Très souvent, ils sont soutenus par la gauche, mais ils ont des idées, au contraire, très favorables à l'ordre. Et ils voudraient bien s'approcher, en l'occurrence, de Marine Le Pen. Et donc, ils me l'avaient demandé. Et quand Marine Le Pen m'a dit ça, elle m'a dit, écoute, moi, je veux bien, mais
s'il renie Mohamed Merah. Et je raconte dans le livre que c'est absolument impossible. Là, on est dans le cœur du problème que je ne veux pas développer ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un problème sur lequel j'ai beaucoup appris en faisant cette démarche de militantisme et de candidat. Oui, bon. Alors là, on ne sera pas d'accord parce que moi, je pense que quelle que soit l'origine de la personne ou même sa religion, d'abord, il y a 1000 manières de vivre l'islam et il y a 1000 islams pour être entré même dans des mosquées entre guillemets radicales, pour avoir été même invitée. J'ai parcouru des pays musulmans toute seule. J'ai rencontré des gens du 9-3, bon, voilà. J'ai vu une réalité très, très diverse. En revanche, il est vrai que sur le conflit israélien, Israël est un véritable sac de nœuds et ça se répand partout. Et donc, il projette énormément ce conflit partout. Et puis après, le monde musulman est très manipulable, parce que le Coran est quand même assez complexe, en fait, et puis mal traduit, et puis bon, enfin, il a été rebidouillé dans tous les sens. Et donc, partout dans le monde, on a des massacres au nom de l'islam, mais c'est pas forcément des musulmans, vous voyez, ça vient beaucoup de l'Occident. Enfin là, c'était vous un savez musulman, très bien. Merah. Oui, c'était un musulman. Et la mais est-ce plupart que des c'est vraiment attentats au nom de commis depuis l'islam? 1986 le sont par eux. Donc, il est normal que c'est tout à fait normal que vous, par exemple, personnalité, vous souhaitiez des contacts. Et moi, je n'ai absolument rien contre des civilisations qui ne sont pas les nôtres, à condition qu'ils ne viennent pas semer le sang chez nous. Donc, une femme qui est candidate politique ne peut pas, sauf les filles malheureusement, mais ne peut pas déclarer qu'elle va recevoir des gens qui ont approuvé tout simplement les massacres. Voilà, c'est tout. Mais oui, c'était en plus très contextuel. On n'est pas d'accord, c'est que vous ne voyez pas les choses oui, non, mais bien du sûr. même endroit. Voilà. Non, on ne voit pas les mêmes du même endroit. Oui, oui. Et puis après, c'était très contextuel. Après, ici, on est dans une radio dont le fondateur disait c'est une radio d'abord culturelle où on accueille absolument tous les talents. Et donc, elle a gardé cet ADN pour ses 38 ans. Mais il souhaitait aussi ce qu'il appelait l'union des droites. Et moi, je n'ai jamais cru à cette chose-là. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, quand vous parlez vraiment de la droite, aujourd'hui, c'est de plus en plus le Rassemblement national. Et on voit que cette union des droites, mais de quelle droite parle-t-on, est absolument impossible. 38 ans après, on en est exactement au même point. Alors que la droite nationale, dite nationale, a accueilli en son sein beaucoup de gens de gauche. De vrais intellectuels de gauche ou des hommes de gauche. Pour moi, il y a la France et l'anti-France. Oui, mais alors, vous avez peut-être noté que je dis dans le livre, justement, parce que moi, en tant que candidate à Aix-en-Provence, je rectifie quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas perdu, j'ai été élue à Aix-en-Provence pendant 6 ans. Et même, j'ai réussi à remonter le Front National à 30%, c'est-à-dire à faire part égale avec l'UMP. Alors que vous n'étiez pas de là-bas, hein. On vous propulse et vous n'étiez pas d'Aix, hein. C'était un coup de force. Je suis partie de mon plein gré et non pas sur un échec, hein. C'est important de le dire. Oui, non, mais très bien, oui. Et donc, du coup, j'ai oublié ce qu'on disait. Vous étiez en train de me dire... Alors, je parlais de l'union des droites et je disais que moi, il me semble que la gauche rejoint la droite nationale, que pour moi, il y a la France et l'anti-France. Est-ce que, pour moi, le clivage droite-gauche... Justement, j'étais en train de vous dire que ce que je dis dans le livre, parce qu'en tant que candidate à Aix, j'ai eu des cas très précis de gens qui venaient de l'extrême gauche et qui nous rejoignaient, notamment une jeune femme qui m'a beaucoup impressionnée. Et je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, mais moi je suis ravie de vous accueillir. Malheureusement, tout le monde n'était pas ravi. Hein. Dans un parti, c'est compliqué quand même. Donc, tout le monde n'était pas ravi, mais moi je l'aimais bien. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous a amené vers nous? Et elle m'a dit, je me suis convertie. Je suis convertie et donc je ne peux pas continuer dans la révolution, la révolte permanente, etc. J'ai un point de vue qui est constructif, etc., etc. Donc c'est pour dire que les clichés c'est pour dire, un, que les clichés sur le Front National ne sont pas toujours opérants, et deux, que les gens qui y viennent, mais il y a M. Cotarac, par exemple, hein, qui est tout à fait remarquable, qui vient de la gauche aussi, il y en a plusieurs, eh bien, ils ne sont plus de gauche, il faut quand même le comprendre, ça. C'est-à-dire qu'ils ont choisi autre chose. Donc, il ne faut pas dire
Bon, que Marine Le Pen le dise parce que, comme De Gaulle, elle voudrait que toute la France l'élise, on comprend bien, hein, qu'elle dise, mais oui, nous avons des gens de droite et des gens de gauche. C'est vrai, mais ils ne restent pas de gauche, fondamentalement. C'est ça qui est Alors, important. quelqu'un qui, comme moi, n'est pas spécialement républicaine, bon, alors, ce que moi, je ne me considère pas spécialement de droite, même si j'ai des valeurs, on parle beaucoup des valeurs, mais là, des vraies valeurs ancrées, de droite, puisque mon intérêt, enfin, moi, la seule chose qui me c'est l'intérêt de la France, mais pour autant, je me dis pas de gauche, mais je me dis pas de droite. Alors, si vous voulez, pour moi, voilà, il y a France et anti-France. On peut être de gauche et être extrêmement patriote et être de droite, extrêmement libéral et tourner vers les États-Unis et vendre à l'encan et depuis des décennies tous nos savoir-faire, ouvrir la porte, faire du libre-échange et nous trahir avec une commission européenne qui ne défend, je suis navrée de le dire, pas nos intérêts. Donc, et là-dessus, le Rassemblement national sur l'Europe, la question de l'Europe, ils sont quasiment, aux abonnés absents. Donc, on reparle des personnes. Vous citez, parce que moi, il y a des passages très intéressants de gens qui ont nourri votre réflexion, Catherine Rouvier, dans votre ouvrage. Notamment Gustave Le Bon, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, hein, sur la manipulation des foules, qui s'ancre dans la notion de prestige, hein, avec ce préalable, qui est la première condition de la manipulation. D'ailleurs, j'y ai pensé, je fais encore une petite incise, hein, pardonnez-moi, hein, Catherine Rouvier, mais j'ai vu le prix Nobel d'économie, et je me suis dit, alors il est arrivé sur les plateaux de télévision, en disant, je suis très impressionnée, enfin il nous a fait un sketch, un véritable sketch. Oh oui, je suis très timide, vous savez, je suis un chercheur, je suis vraiment... Et puis, c'était un homme de gauche, complètement de gauche, c'était un militant même, je suis désolée. Et donc, sous prétexte de prestige, il a fait gober un nombre de choses qui sont quand même très orientées, voilà. Oui, donc il faut distinguer deux plans. Il y a le plan dont vous parlez, qui est le vôtre, le mien aussi, hors politique, si vous voulez. Bon, on a des points qui nous attirent vers tel parti ou telle personne. Ça, c'est le citoyen. Il va être face au vote et il va choisir ensuite. Mais dans ce dont je parle dans ce livre, je parle de stratégie politique. La stratégie politique en démocratie veut qu'il y ait un choix qui soit fait au moins par les dirigeants. Oui. Sinon, justement, on peut manipuler la foule que représente le peuple, on peut la manipuler sans arrêt, ce que fait Macron, très bien d'ailleurs, hein, il est très très fort en manipulation des foules. Et par exemple, le coup de ce prix Nobel qui vient dire que le Front National c'est une horreur, pour lui c'est évidemment pas béni. Donc il y a ça. Il faut, je comprends bien que pour vous, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, vous n'en ayez pas envie, mais je dirais que c'est quand même un devoir en démocratie. Alors, par exemple, sur l'Europe, il faudrait que vous regardiez un petit peu en arrière, hein, le Front National déchirant le traité européen, là encore, récemment aussi, Philippot entrant dans le Parlement et tournant le dos pendant qu'on chantait l'hymne européen. Non, mais Philippot, c'est pas le RN. Des démonstrations un peu outrancières, mais on ne peut pas c'est dire pas le que RN, le Front National n'a Philippot pas été contre l'Europe. Ça, on ne peut pas le non, dire. non, attendez, Philippot, c'est un souverainiste pur et dur, dans toute la noblesse du terme, et ça n'a rien à voir avec l'appareil politique du Rassemblement national aujourd'hui. Si, Maigret est exactement pareil. Si, il y en a beaucoup qui sont là-dessus. Alors, comme il nous reste 2 petites minutes ensemble, Catherine Rouvier, pardon, je vous retitille, je suis désolée. Vous êtes là pour ça, ma chère. Il y a deux choses que j'avais vraiment envie d'aborder pour encore remettre une couche sur la question de la droite et de la gauche. C'est vous-même qui le citez, vous voyez, et ce sont vos références, des références que nous partageons, parce que j'aime beaucoup. C'est Maurice Druon qui dit, en fait, il y a 2 gauches et pas de droite en France. Oui, c'est ce que je développe dans la deuxième partie qui est consacrée à l'hémiplégie française, c'est-à-dire que la France n'a qu'un cerveau gauche, elle n'a que la moitié en fait du cerveau, l'autre est en sommeil la plupart du temps parce qu'il est en réalité au tribunal sans arrêt. On le voit de plus en plus de personnalités qui sont à droite de manière marquée, de manière déclarée, qui interviennent sur les réseaux sociaux,
pour critiquer justement la gauche ou pour critiquer Macron, qui est un socialiste. Il faut quand même arrêter de dire que Macron est de droite. Ça n'est absolument pas vrai. Le fait qu'il soit libéral économiquement, soi-disant, est contredit par le fait que nous ayons 43% de prélèvement non, mais de nos revenus, quand même. C'est un socialiste ultra-capitaliste, et le mélange... Oui, ça se marie très bien. Regardez en Chine. Oui, bien sûr. Oui, en Chine. Et les donc, socialistes mitterrandiens, c'était ça. Hein. Voilà. Donc, il faut tout de même, moi j'ai voulu éclairer les gens sur ce point. C'est la deuxième partie du livre. Je la recommande fortement aux auditeurs. Elle est moins amusante que la première. Mais je pose cette question et je pose les étapes qui ont été cette mort du cerveau droit sous des attaques perpétuelles. Et ça, il faut... Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens, dans les derniers chapitres, je dis, il faut sortir du syndrome de Stockholm, parce que beaucoup de gens, même intelligents, hein, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est plutôt du côté de l'émotion et des sentiments, disent « Oh, mais ils font ce qu'ils peuvent » en parlant de Macron et de ses équipes. « Oh, mais ils font ce qu'ils peuvent, ça a été difficile, etc. » Non, alors il ne faut pas prendre le poste. Il ne faut pas prendre le poste, alors, si on n'est pas capable. Qui est contre la France, et donc il faut choisir des gens qui ne sont pas contre la France. Il n'y a évidemment pas que le Rassemblement national, mais il y a tout de même une forte proportion des politiques maintenant qui sont à droite de manière déclarée. Donc c'est important. Oui, c'est important. Voilà. Alors justement, vous dites, et si le Rassemblement national justement passait, il y a des élites, ce que j'appelle nos pseudo-élites, qui disent qu'elles partiraient. Ah mais bon vent, partez surtout et ne revenez jamais, parce que vous avez ruiné la France et vous n'êtes pas capable de produire un seul centime d'euro. Donc effectivement, partez. Si moi le Rassemblement national passe, pour moi ce sera le premier effet bénéfique. C'est ça en fait. Voilà. Bon, petite plaisanterie. Au moins sur ce point, blague nous sommes à peu près en face. Bon, blague à part. Alors on peut se terminer sur ces engagements politiques et notamment en droite nationale, mort sociale ou pas, parce que il y a un chapitre consacré à cela. Et moi, j'en rajouterai une couche et je vais vous laisser conclure là-dessus. Est-ce que c'est la mort sociale assurée ? Moi, j'ai connu des gens à qui j'avais dit surtout malheureuse ou malheureux, ne fais surtout pas ça, parce que le parti va t'abandonner très lâchement. C'est ce qui s'est produit. Et je connais des gens qui sont dans des situations absolument dramatiques. Et il y a eu absolument personne autour dans ce parti pour aller les chercher, les repêcher, des pères de famille, et des situations dramatique. Et donc, et vous dites, vous qui étiez une chercheuse distinguée, qui l'êtes toujours, un professeur de droit avec vos spécialités et tout ça, vous avez dit que quand même, oui, la mort sociale, ça peut être une réalité. Ah oui, si j'avais été au début de ma carrière, je pense que ça aurait été vraiment la fin de tous mes espoirs à l'université, parce que ce qui compte, alors je l'ai bien repéré maintenant, hein, ce qui compte, c'est d'être candidat dans ce parti. Avant, vous pouvez avoir toutes les idées. Moi, j'ai fait mon cours, j'ai jamais fait un cours partisan, j'ai fait un cours d'histoire des idées politiques ou de sociologie, mais c'était quand même... Tout le monde savait que je n'étais pas à gauche, c'était quand même assez clair. Personne ne m'ennuyait. J'ai fait heureusement ma carrière dans un calme total avec des étudiants qui étaient heureux et moi aussi. Mais dès que j'ai été candidate, ça s'est déchaîné. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a cherché un article de moi qui était assez ancien et qu'on a sorti, qui était « Pourquoi les femmes européennes ne font pas d'enfants ?» Et évidemment, on m'a accusé de tout, y compris d'être contre le travail des femmes, ce qui est amusant parce que j'ai toujours travaillé. Donc, c'est quand même assez curieux. Donc, je raconte ça exprès. C'est pas pour me plaindre, c'est pour avertir les gens que oui, c'est vrai. Voilà. Et qu'il ne faut pas dire « Oh, mais ils se posent en victime ». Non, ils sont des victimes et donc, ils s'en sortent plus ou moins bien. Voilà, c'est vrai. Mais le parti n'est pas une nounou, hein, ça c'est sûr. Le parti va de l'avant, il reçoit des coups tout le temps. Et il dit aux gens, moi je raconte que Marine me l'a dit, hein, elle m'a dit, si vous venez avec moi, vous savez, c'est un one-way. Hein. Ils ne vous disent pas, on va vous border les fesses si ça ne va pas, ils ne vous le disent pas. Non, ils ne vous le disent pas. Bon. Et puis vous mettrez des sous dans les petits cochons quand vous reviendrez faire votre émission, parce qu'il y a eu 2-3 anglicismes qui ne vont pas du tout. Et donc moi, le petit cochon. Hein. Bon. Mais écoutez, Catherine Rouvier... Maintenant qu'il y a un talk show sur Radio Courtoisie, je pense qu'on peut... Alors, faisons tout ce qu'on veut, c'est merveilleux. Bon, écoutez, merci en tout cas.
pour cet Merci à vous. entretien dans une période un peu troublée qui nous a permis de réfléchir aussi à la politique avec des petits relents du politique parfois pour essayer de nourrir voilà, cette réflexion des auditeurs qui me semble vraiment importante aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir vous plonger dans La France Colin-Maillard de Catherine Rouvier, qu'on peut acheter sur Internet. Et en tout cas, on se dit à bientôt. Et puis, bien évidemment, les auditeurs vous retrouvent dans votre émission sur Radio Courtoisie. Et puis, j'imagine que vous continuez à écrire, à chercher, et j'espère à trouver Catherine Rouvier de temps en Oui, temps. alors je recommande aux auditeurs aussi le Nouveau Conservateur, Oui, où j'écris régulièrement et où il y a de très belles plumes et de très beaux articles. Et je le recommande vivement. de C'est Paul-Marie tous les Couteau, mois, c'est pas le mensuel. nouveau conservateur de Paul-Marie Couteau. Très bien, merci Voilà. Catherine.